surtout sur les cours autour du product design, un peu des best practices de process qui font que, on va voir avec Alexandre, qui font que tu vas avoir un peu plus d'éthique dans ton approche en interne auprès de tes utilisateurs dans la construction de ton produit et surtout, le plus important, en tout cas moi de mon vécu, dans ta relation avec ta team tech. Sur ce, Emmanuel, merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Merci d'être là, Alexandre. C'est super cool de t'avoir, Alexandre, qui est aussi prof chez Maestro. Je vais te laisser la parole, Emmanuel, pour nous parler de quitter, quoi. Ouais, ok. Donc, bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Emmanuelle, je suis en reconversion professionnelle. Jusqu'à maintenant, j'ai été surtout dans la supply chain en tant que chef de projet. Donc, j'ai fait beaucoup de projets d'amélioration. Dans la supply chain, c'est la logistique. Et là, je suis en reconversion parce que je voudrais devenir product manager. Donc, je suis dans le bootcamp de Join Mastro, la troisième promo. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir d'être là et de présenter et de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc c'est cool. Maintenant, je te propose, Alexandre, de te présenter. Je pense que ce sera mieux que si c'est moi qui le fais. Voilà, pour que tout le monde sache un peu qui nous sommes. Yes, donc moi, Alexandre Tacax, enchanté tout le monde, pour ceux que je ne connaîtrais pas. Donc, moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans la tech, et notamment dans le product management. Alors, j'ai commencé en tant que chef de projet dans une petite agence marketing mobile il y a beaucoup de temps maintenant. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que product manager donc chez Mythic, chez Viadeo et chez l'Express, où j'ai aussi géré des équipes produits avec le temps, donc notamment chez Viadeo et chez l'Express. Et donc, j'ai travaillé beaucoup aussi sur des sujets d'applications mobiles, donc des services mobiles à proprement parler, et voilà, de façon plus large aussi sur d'autres plateformes. Et là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis à mon compte, donc je suis indépendant. Je suis consultant sur justement le product management, comment bien intégrer ça, comment bien le mettre en place dans son entreprise, dans ses équipes. J'interviens aussi sur des missions purement opérationnelles, sur du product management également. Et moi, ma spécificité aussi un petit peu ces derniers temps, c'est que j'ai justement envie de plutôt de me concentrer ou de m'impliquer d'autant plus dans des entreprises qui ont un impact positif, donc sur la société, sur l'environnement, on va beaucoup en parler ce soir. Voilà, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Et donc récemment, je me suis impliqué j'ai rejoint des collectifs qui sont plus engagés sur ces sujets-là, donc notamment le collectif Why, qui est un collectif tout frais, tout jeune, qui a juste quelques mois d'existence et qui compte parmi ses rangs une dizaine, quinzaine de product managers, soit freelance, soit en poste, qui proposent d'accompagner des entreprises justement plutôt à impact positif dans l'intégration du product management dans leur structure, dans leur méthode. Et donc, on le fait de façon bénévole. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider, d'accompagner progressivement comme ça certaines entreprises. Je fais aussi partie d'un collectif qui travaille sur et qui réfléchit sur comment rendre le e-commerce un petit peu plus responsable, parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire de ce côté-là. Donc voilà, en plus de mes missions, on va dire, de consultant en product management, j'essaie de m'impliquer et de sensibiliser aussi beaucoup la communauté produit sur les questions d'éthique et d'impact environnemental. Excuse-moi, Alexandre. Ouais. Ouais, salut. Du coup, tu nous as parlé de Why. Tu peux nous donner le nom de l'autre collectif sur le e-commerce? Alors, l'autre collectif, il n'a pas encore de nom. Enfin, on est en train d'y travailler. C'est encore pareil, vraiment tout frais. Et ça va se faire un petit peu plus à horizon un peu plus long terme. C'est vraiment un groupe de réflexion. Mais si ça t'intéresse, on pourra en discuter en dehors. Enfin, c'est vraiment encore une fois, pour l'instant, on n'est même pas une dizaine. C'est vraiment tout frais, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, après, on pourra en reparler, hein, mais il y a d'autres, on a prévu d'en reparler. Mais pour les personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent aider des entreprises comme ça, il y a plein d'associations qui permettent de faire ça, notamment Latitude, avec qui je suis en contact aussi. Voilà. Mais ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Merci. Oui, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Vous allez voir dans les thèmes. Et puis si à la fin, on a un peu plus de temps, ou même pendant qu'on parle
de ce que c'est que le product management responsable et que vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Donc du coup, on va commencer peut-être par, parce qu'on parle de product management responsable, mais c'est que certainement, il y a le pendant du non responsable en face. Donc on va parler un petit peu de ces impacts-là sombres de la tech. Ensuite, on tentera de faire une définition de ce que c'est que le product management responsable du côté éthique. Et puis, on verra si tout ça, c'est réservé que à la Tech for Good ou si on peut en effet faire du product management responsable vraiment partout ou pas. On répondra à cette question. Ok, donc je vais arrêter mon partage pour qu'on puisse se concentrer juste sur les échanges. Hop. Donc, ouais, du coup, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on parle du coup de management, de product management responsable. Donc, c'est que certainement, ça fait, ça fait référence au product management non responsable. Et donc, pour parler un peu de tout ça, il y a certainement des grands thèmes et des grands aspects à aborder. Donc, à ton avis, Alexandre, ça serait quoi les grands thèmes qu'on peut aborder quand on veut parler de ces sujets-là de responsable, éthique, dans le product management? Ouais. Bah, en fait, déjà, avant même de commencer à parler des aspects sombres, il faut quand même souligner qu'il y a aussi le côté de la force du digital qui permet plein de choses, qui a permis ces dernières années voilà, des innovations, des progrès énormes sur toute la société, et un peu dans tous les secteurs finalement. Donc ça, quand même, voilà, il faut quand même le souligner. Moi, encore une fois, ça fait longtemps que je bosse dans la tech et je suis vraiment super content de bosser là-dedans parce que c'est un secteur qui bouge énormément, qui est en constante évolution, constante remise en question et qui fait bouger plein de lignes. Donc ça, c'est top. Après, ce qu'on voit moins, parce que là, on parle finalement, depuis que le numérique, les nouvelles technologies sont arrivées et se sont vraiment démocratisées, on a quand même beaucoup plus facilement accès au savoir. Ça permet de booster sa créativité, ça permet plein de progrès dans les sciences, dans la médecine. Enfin, vraiment, ça impacte concrètement et en bien, en général, la vie de tous les jours. Par contre, on commence aussi maintenant à avoir un petit peu de recul, parce qu'au final, c'est quand même un secteur qui est assez récent, assez neuf, qui a quelques dizaines d'années derrière, donc c'est quand même pas non plus énorme. Et ça a surtout vraiment explosé avec Internet, donc il y a moins de 20 ans. Et c'est là où on commence à avoir un petit peu le recul des aspects un peu plus sombres et donc un peu plus négatifs du digital. Et là, je parle vraiment sans forcément parler du product management en tant que tel, parce que ça, on y viendra après, je pense, mais vraiment de la tech au sens large. Il y a, à mon avis, 3 grandes parties, et vraiment surtout 2 grandes parties importantes. C'est là, d'une part, l'aspect sociétal du digital, et quels sont les impacts sur la société, sur l'économie, sur notre vie au quotidien, sur notre vie privée, parce que ça, c'est un autre aspect très important aussi. Et un deuxième grand aspect qui est l'impact environnemental. Puisqu'on ne le sait pas forcément, on ne le sait pas toujours, même si ça commence à quand même justement à voir les impacts et à commencer à le mesurer. Mais le digital, ça génère énormément de pollution, à la fois physique, avec les terminaux de la construction jusqu'à la fin de vie, mais aussi toute la pollution digitale liée à la consommation de données, qui, elle, engendre, il y a besoin d'énormément d'énergie pour tourner. Cette énergie-là, en général, elle émet des gaz à effet de serre, et donc ça a des implications directement, ça participe au phénomène de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, etc. Donc tous ces aspects-là, en fait, et on pourra les détailler après, mais sur la partie sociale, il y a quand même des enjeux qui sont de l'ordre on en parlait très très vite avant de commencer, mais des questions d'inclusion, des questions de diversité. Il y a des problèmes aussi au niveau de l'impact sur l'économie, parce que des grosses boîtes, énormes boîtes comme Uber, Airbnb qui arrivent, qui proposent un super service, mais qui derrière dérèglent ou modifient complètement les rapports économiques entre les différents acteurs et qui peut mettre à plat des industries anciennes comme l'hôtellerie ou qui ont un impact sur l'immobilier, la valeur de l'immobilier dans certaines villes pour Airbnb, ou qui font la gig économie, comme on appelle, l'ubérisation de la société, où il y a plein de petits travailleurs très précaires qui sont, entre guillemets, sans aller, je vais un peu loin, mais qui deviennent presque parfois des esclaves, entre guillemets, qui sont très mal payés, très mal considérés. Tout ça, ça a des impacts
qu'on ne soupçonne pas forcément quand on met en place un service, mais qui, quand ça prend vraiment de l'ampleur, ont des conséquences qui parfois échappent à leur société, à leur créateur. Après, on a la partie plus liée aux réseaux sociaux aussi, et tout ce que ça peut apporter, pareil, d'un côté de bon. On est beaucoup plus facilement en lien avec les autres, mais en même temps, des fois, on a des choses complètement inverses qui facilitent et qui amplifient les fake news. Enfin, voilà, tous ces sujets-là, c'est des choses qu'on commence maintenant à voir, qu'on n'avait pas vu venir forcément à l'arrivée de Facebook, à l'arrivée de tous ces grands réseaux sociaux. Mais là, on commence vraiment à voir, en 10 ans après, que ça a des impacts énormes, et voire même d'un point de vue personnel, qui peuvent être dramatiques. Ouais, donc, tous ces éléments-là... Le côté addictif, notamment, quoi, où on est complètement addict à certains outils, quoi. Et ça, ouais, en fait, ça, si on couple les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, etc., avec les mobiles, parce que c'est ça, en fait, finalement, c'est l'arrivée de ces deux phénomènes-là ensemble qui ont fait qu'on avait à la fois des services qui étaient extrêmement addictifs, et là on rejoint un petit peu les notions de product management, mais tous les mécanismes qu'on voit au quotidien maintenant ont été inventés par des product managers ou par des designers ou autres, donc là c'est leur responsabilité. Mais voilà, les scrolls infinis, les push notifications qu'on reçoit en permanence, tout ça fait que ça participe et ça incite les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur ces services-là, et que c'est un peu nouveau pour l'être humain, pour nous, en tant qu'utilisateur, c'est un nouveau, et on ne sait pas forcément toujours bien faire face à ça, on ne sait pas toujours bien le gérer, et ça peut avoir vraiment des répercussions très importantes sur sa vie privée, etc. etc. Et tout ça, c'est un peu rentrer dans un cercle vicieux pour certains services qui basent finalement tout leur business model sur justement le temps passé sur les services, sur le fait d'engager au plus possible les utilisateurs pour qu'ils passent le plus de temps possible sur ces services-là, sur les réseaux, pour derrière vendre de la publicité. Et donc voilà, on ne cherche même plus forcément le progrès ou la valeur pour l'utilisateur, on cherche juste à les faire revenir, à les capter, à les rendre addicts, et coûte que coûte, quoi. Quelles que soient les conséquences derrière, ça peut aller très très loin. En fait, Toi, personnellement, c'est le... Excuse-moi, Emmanuel. Vas-y. Juste pour rebondir là-dessus, toi, personnellement, c'est ce côté addiction dans ta vie privée qui t'affecte le plus dans ce qui va être négatif sur la tech, ou c'est autre chose? En fait, alors, moi, on va dire que ce sur quoi je cherche vraiment encore plus à sensibiliser notamment les professionnels de la tech, qu'on soit product manager, designer, développeur, c'est plus sur la partie impact environnemental, parce que je pense que finalement, pendant très longtemps, on n'en avait pas du tout conscience. Et c'est des choses où même finalement, on pense que le digital en général, ça va vers quelque chose de positif, puisque en général, c'est dématérialisé, donc ça permet justement on pense que ça a moins d'impact, et c'est un peu un mythe, c'est un peu une idée reçue, ça, alors, parce que derrière, pour construire les devices, pour construire ces ordinateurs, ces smartphones, pour les infrastructures, les réseaux, les data centers, etc., ça demande énormément de ressources, et ça demande énormément d'énergie, et ça pollue de plus en plus. Donc moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, de l'urgence à changer nos pratiques. Et après, sur l'aspect social, sociétal, c'est quelque chose sur lequel j'étais déjà plus sensibilisé, en fait, et notamment parce que j'ai bossé dans des boîtes comme Mythic, comme Viadeo, qui brassaient énormément de données personnelles. Et donc, on a toujours fait attention quand même à ne pas faire n'importe quoi avec ces données. Pour le coup, on avait la chance, entre guillemets, sur ces boîtes-là, d'être sur des business models qui privilégiaient quand même l'abonnement, ou enfin un paiement direct des utilisateurs. Donc, on n'était pas dans la publicité à tout va. Donc, on avait déjà des éléments un petit peu plus vertueux, entre guillemets, que certains réseaux sociaux. Donc, là-dessus, on va dire que j'ai toujours été quand même plus sensible. Et moi, c'est vraiment sur la partie impact environnemental que je me suis pris une claque très récente. Parce que je dis souvent que, moi, encore une fois, ça fait plus de 15 ans que je bosse dans la tech. Je ne m'étais jamais posé la question, j'avais jamais vraiment eu conscience que mes choix au quotidien en tant que product manager pouvaient avoir un impact sur la consommation de données, et donc sur
participer directement au phénomène de dérèglement climatique. Ouais. Voilà. Donc, Du coup, tu penses que c'est surtout parce qu'on ne se rend pas compte qu'on continue à créer des produits sans se soucier de ces problématiques, parce je qu'on pense, ouais. n'a pas Ouais, les notions. je pense qu'il y a une question de prise de conscience, de visibilité. En fait, c'est des impacts qu'on ne voit pas directement, qui sont invisibles. Justement, la pollution numérique, elle est quasiment invisible et on ne s'en rend pas compte. Et du coup, on ne se pose pas la question. Quand on fait des choix tous les jours sur je vais mettre en place telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel pattern, tel ou tel choix design, je vais utiliser tel langage, etc. On ne se pose jamais la question de OK, derrière, très bien, ça va peut-être booster mon business, ça va peut-être faire bouger tel ou tel KPI, mais quelles sont les conséquences derrière? Et là, pour le coup, il peut y avoir des conséquences aussi sociales, éthiques, et des conséquences directement environnementales. Je crois que la consommation annuelle individuelle, par individu d'Internet, c'est énorme, c'est 200-300 kilowatts. C'est l'équivalent d'un frigo, en fait, par personne. Ouais, et ça là-dessus, alors justement, si on rentre un peu dans les considérations chiffrées, notamment sur la partie environnementale, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, il y a pas mal d'études qui disent que finalement, le numérique, au sens large, d'un point de vue au niveau mondial, ça représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître pas énorme comme ça, sauf que ça a doublé par rapport à il y a 5 ans. Et les prévisions disent qu'en 2025, ça va encore doubler. Donc on va passer à 8% des émissions de gaz à effet de serre en 2025, a priori, si on ne fait rien. Ce qui représente, 4%, ça représente déjà l'équivalent du secteur de l'aviation. On parle beaucoup de l'aviation, qu'il ne faut plus prendre l'avion pour aller à Marseille ou autre. Et voilà, le numérique, c'est déjà autant que ça. Et à 8%, c'est l'équivalent de toutes les émissions liées à la circulation des voitures dans le monde. Donc c'est énorme. Et le fait que ça progresse comme ça, que ce soit vraiment dans une constante évolution, c'est ça qui est inquiétant. Et pour l'instant, et en fait, comme on est en pleine transition numérique aussi, où il y a du digital partout, il y en a de plus en plus, et ça a été accéléré en plus cette année, c'est important de prendre ça en compte aujourd'hui pour éviter de vraiment trop participer à ce phénomène-là et qu'on arrive à un emballement de tous ces phénomènes-là, quoi. Juste pour les autres, juste peut-être pour avoir un petit peu votre avis là-dessus, dites-nous dans le chat qu'est-ce qui vous embête le plus d'un point de vue éthique dans la tech telle qu'elle est actuellement. Ouais, on pourra après essayer de dire du coup qu'est-ce qu'on peut, en tant que product manager, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça compense ça. Mais en fait, je pense aussi c'est aussi les métriques qu'on nous demande, qu'on a l'impression, qu'on suit au quotidien. Et du coup, on se dit, aujourd'hui, il faut qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, du coup, c'est les métriques aussi qu'on suit sans se poser la question de l'éco-conception ou de l'impact qu'on va avoir sur les utilisateurs. Mais du coup, avec ce contexte-là, cet environnement-là, comment on peut faire pour créer un produit qui respecte certaines valeurs? Parce que du coup, on est dans un environnement qui est assez drivé sur les métriques de etc. Comment on sort un peu de ça? Carrément, en fait, c'est un peu le souci, entre guillemets, et en même temps, c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'on est quand même drivé, on fait nos choix, on fait nos roadmaps, tous nos objectifs sont drivés par des enjeux business. Et ça, on travaille dans des entreprises, à moins de travailler justement dans des boîtes vraiment tech for good et qui ne cherchent que l'impact, qui sont des associations, des ONG, etc. C'est compliqué de se passer de cette partie business. Et en tant que product manager, on est quand même là aussi pour satisfaire les utilisateurs, mais derrière, quand même, pour respecter les objectifs business. Donc, il y a justement le fait d'avoir en tête les impacts environnementaux, les impacts sociaux, sans forcément les transformer tout de suite en objectifs, mais au moins se poser la question, se dire, OK, cette fonctionnalité-là, elle va peut-être me permettre d'atteindre mes objectifs, de rendre mes utilisateurs plus satisfaits et donc mieux les engager derrière, etc. Mais si je mets ça en place, si je mettais une notification en place, par exemple, ça va peut-être avoir un impact sur à la fois la vie, entre guillemets, privée des utilisateurs, le côté intrusif. Donc ça, il faut quand même se poser des questions, mettre des limites. Ça peut être sans forcément aller se dire, non, on ne va pas le faire parce que ça nuit trop à l'utilisateur.
mais c'est se dire on va le faire, mais en essayant de respecter la vie privée et en essayant de faire en sorte que la consommation de données derrière, induite par cette nouvelle fonctionnalité, sera limitée ou restreinte. Donc c'est plus ça en fait, c'est déjà commencer à se poser la question, se dire, le prendre en considération dans nos choix, et c'est souvent ce qu'on ne fait pas, jamais, en tout cas pour l'instant, c'est qu'on va juste se dire, ok, ça va faire bouger tel KPI, on va gagner en growth, on va gagner en engagement, super, et le reste, on s'en fout. Non, il faut se poser la question, il faut peut-être déjà, parfois, pas avoir peur de le dire aussi, non, moi je pense que ça va avoir un impact négatif sur tel ou tel aspect, et donc il faut se poser la question, ou peut-être revoir un petit peu le fonctionnement de cette fonctionnalité. Et en fait, là-dedans, ce que je trouve intéressant aussi, du coup, c'est que quand on bosse dans la tech, et notamment quand on est product manager, on a la chance de pouvoir finalement avoir la main sur tout le cycle de développement du produit, depuis la conception, depuis le tout début, jusqu'à la production, entre guillemets, et jusqu'à la livraison, la mise sur le marché, et voir un peu ce qui se passe avec les utilisateurs. Et donc, on peut faire des choix qui vont intégrer ces notions-là, et donc qui vont réduire l'impact négatif de ce qu'on va faire. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, à toutes les industries. Enfin, quand on bosse dans l'agroalimentaire, on est chef de produits marketing dans l'agroalimentaire ou sur des vêtements ou des produits physiques, on ne maîtrise pas toujours tout le fonctionnement des usines, toute la logistique, etc. C'est extrêmement complexe. Nous, on a quand même la chance, voilà, d'avoir la main, c'est un peu sur tout ça. Donc, c'est un peu notre responsabilité, d'autant plus en tant que product manager, d'intégrer ça dans les réflexions, dans les roadmaps, et dans nos KPI, pourquoi pas idéalement, pour limiter notre impact, voire faire des actions qui vont aller dans le sens d'un impact positif. On a Thomas qui fait l'avocat du diable. Alors, il y a peut-être un micro qui n'est pas coupé. On a Thomas qui fait l'avocat du diable et qui nous dit que oui, c'est beau, mais en même temps, il y a un décalage parfois entre les valeurs des entreprises ou les valeurs affichées par la Tech for Good et la réalité derrière, en termes d'environnement, d'inclusion, de ce qu'on veut. Et Fatia qui pousse dessus et qui nous dit aussi que oui, les entreprises sont bien souvent dans la course à la performance et à l'hypercroissance. C'est un peu, ouais. Il y a aussi effectivement des questions de modèle. Et ça, alors là, on est vraiment, on va dire, un peu plus high level, c'est-à-dire qu'on a quand même en référence dans le monde de la tech des startups, des licornes, c'est un peu ce qui est valorisé, quoi. C'est l'hypercroissance, le growth hacking à tout prix, qui va nous permettre de toucher le plus d'utilisateurs possible, le plus vite possible et de générer le plus de cash possible. Il y a peut-être aussi des questions, là on va quand même beaucoup plus loin du coup, mais il y a peut-être des questions de modèle aussi à se poser. Est-ce que ce modèle-là, il est viable à terme? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose d'un peu plus mesuré, une croissance un peu plus mesurée? Pour le coup, moi, je l'ai aussi vécu chez Viadeo. Ceux qui connaissent encore ce que c'est Viadeo, pendant un moment, c'était au top des pépites de la tech française il y a 10 ans. On a été coté en bourse, on a connu l'hypercroissance, c'était génial. Et puis en 2 ans, on s'est tous cassé la gueule. Et merci, au revoir. Mais du coup, on n'avait pas forcément... cette recherche de croissance à tout prix, des fois, quand elle n'est pas maîtrisée, a aussi ses aspects négatifs. Donc c'est peut-être aussi se poser la question d'un modèle de référence qu'on pourrait avoir, et est-ce qu'on veut vraiment à tout prix chercher la croissance la plus rapide possible, ou est-ce qu'on veut la contrôler, la mesurer, et s'assurer que ce qu'on va sortir sur le marché, ok, on peut sortir des choses qui vont avoir un impact direct sur le business, mais qui peuvent desservir complètement l'utilisateur derrière. Et donc, à terme, il y a une vision très court terme qui va être gagnante sur le court terme, mais qui derrière peut tuer une entreprise, peut tuer un business. Donc, je pense qu'il y a quand même ces questions-là qui peuvent rentrer en considération. Mais effectivement, quand on travaille dans une entreprise qui n'a que pour objectif l'hypercroissance, c'est pas toujours simple. Et après, c'est des choix aussi personnels, c'est des choix de valeurs personnelles. Si on ne se retrouve pas dans les valeurs d'une boîte, après, on peut choisir d'essayer de trouver autre chose. Mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Question assez cash. Mais si je peux me permettre Et pas si je peux me permettre, juste... Pardon, j'avais une question, Alexandre. Ouais.
Du coup, comment tu l'as vécu à l'Express? Parce que pour avoir bossé en régie pub, j'ai eu un peu une désillusion quand je suis arrivée, moi c'était au journal Le Monde, entre les valeurs du journalisme, etc. Et en fait, de voir que tu arrives dans la presse écrite qui va très mal et qu'en fait, les régies pub sont prêtes à vendre leur âme auprès de tous les annonceurs qui se Ouais. pointent. Ouais, bah pour le coup, c'est vrai que enfin, moi, j'ai bossé, j'ai passé un peu moins de 2 ans chez l'Express. Ça a été un petit choc, entre guillemets, sur la découverte de ce monde, du monde des médias que je connaissais pas forcément, qui est super intéressant parce qu'il y a pareil, des super valeurs avec le journalisme, l'information, etc., qui peut être très quali. Et d'un autre côté, encore une fois, c'est une question de business model qui se repose sur la publicité et qui induit des comportements qui sont justement très loin d'être vertueux. Et pour le coup, j'ai découvert aussi ça. Et c'est un très bon exemple à la fois d'impact sur la vie privée, sur les données qui circulent, et à la fois sur l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'on va sur un site média, il y a très forte chance pour qu'il y ait plus d'une centaine de requêtes qui partent juste pour consulter un article. Et souvent, on va dire 70% de ces pages, enfin de ces requêtes-là, vont vers des services tiers, très souvent, soit pour de la publicité, soit pour de l'analytics, ou des choses comme ça. Et on ne maîtrise pas, en fait. Et nous-mêmes, quand on regardait un petit peu ce qui se passait, on ne savait pas exactement. Des fois, on fait appel à des services tiers qui, eux-mêmes, font des requêtes vers d'autres services, etc. Et tout ça, ça circule sans vraiment qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit quand on est éditeur, à proprement parler. Donc, effectivement, ouais, il y a une question quand même de modèle. Et c'est aussi pour ça que moi, quand j'étais chez l'Express, une des volontés, c'était de diminuer l'impact, enfin, l'ampleur du modèle économique basé sur la publicité pour passer vers un modèle davantage basé sur l'abonnement, parce que le modèle publicitaire est de moins en moins rentable aussi, parce que Google, Facebook et tous les gros s'accaparent une grosse partie de ce marché-là. Donc ça, pour le coup, ça peut être plutôt intéressant d'avoir des logiques qui vont à l'encontre de ce marché-là, qui à la fois qui est de moins en moins rentable pour les éditeurs, et à la fois on ne maîtrise pas les données derrière, on est souvent enclin à faire des choix qui ne vont pas dans le sens de l'utilisateur, mais qui vont plus dans le sens de la monétisation. Donc, ouais. Ok, il y a Thomas qui voulait préciser une question. Vas-y si tu veux. Ouais, désolé parce que j'avais écrit le début. Je ne mets pas ma caméra parce que je réduis mon empreinte écologique. Désolé, vous ne me perdez pas. Oh, l'excuse. Oh là là. Non, c'est vrai, j'ai regardé une étude qui m'a fait culpabiliser de regarder Netflix et j'ai baissé mon flux vidéo. Bref. Pratique, ça. Ma question, c'est un peu le syndrome des 3 pommes bio sous cellophane à Monoprix. En fait, là, je ne suis pas tout jeune. La Tech for Good me fait penser un peu à la RSE dans les années 90. Elle s'est développée, mais il n'y avait pas eu de grands effets. Et puis surtout, sur la société, sur l'environnement. Et surtout, on lui a reproché d'être un outil de communication au service du capital, avec une espèce de caution morale du néolibéralisme. Et en tant que PM, dans des startups ou scale-up, même certifié ESUS ou B Corp, puisque c'est dans ce milieu que j'évolue, selon toi, est-ce qu'il est possible en fait d'avoir une influence? Parce que j'ai l'impression qu'un PM sur des questions éthiques, on va dire accessoires, travailler avec quelques designers à éviter des nudges, des dark patterns, travailler avec la tech pour améliorer un tout petit peu en termes de performance d'éco-design, c'est des choses quand même assez faisables si on a un peu de force de conviction et de résilience à obtenir comme changement, parce qu'il y a quand même une prise de conscience. Mais par contre, sur des choses qui touchent beaucoup plus fondamentalement au cœur du modèle économique de ces sociétés qui sont quand même amenées en fait à croître en capital, ça dépasse malheureusement, il me semble, souvent le cadre d'intervention du PM. Donc j'aurais bien aimé savoir en fait quelle est la latitude et quels sont les leviers selon toi pour, en étant PM, puisqu'on est tous PM ou on aspire à l'être, si j'ai bien compris, pour participer à une vision éthique à la fois de l'économie et du travail. Ouais. C'est un gros, enfin, ouais, pour le coup, c'est une grosse question. Et effectivement, en tant que PM, on ne peut pas non plus maîtriser l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, etc. Et encore une fois, c'est une question de valeur. Enfin, si vraiment on ne se retrouve pas dans les valeurs de la boîte, ça ne marche pas. Après, on est quand même, enfin, il ne faut quand même pas non plus, je pense, être trop entre guillemets, enfin, sans que ce soit péjoratif, mais trop naïf dans cette approche-là, où finalement, on est quand même toujours dans une entreprise. Et même une entreprise Tech for Good, je pense qu'elle a quand même volonté
à générer de l'argent, à générer du business, parce que c'est comme ça qu'elle va aussi perdurer. Après, tout dépend, il y a plusieurs facteurs et plusieurs niveaux. Mais je pense que ça, c'est quand même important de garder ça. C'est essayer de concilier quand même un minimum les aspects économiques et les aspects, tout en respectant justement à la fois l'impact environnemental et l'impact social. Donc, après, oui, tous les services ne peuvent pas devenir vertueux du jour au lendemain, ni être 100% vertueux. Enfin, il y aura toujours des impacts négatifs, quoi qu'on fasse. Après, je pense que c'est quand même important, intéressant, à tous les niveaux, en fait. Et même juste, si c'est juste réduire le poids des pages, se poser les questions des choix comme ça au quotidien qui font partie du rôle du product manager, je pense qu'il faut quand même les faire. À mon sens, c'est comme ça que ça commence. C'est avec les petites initiatives comme ça qu'on va pouvoir réussir à essayer de mobiliser le plus de monde dans l'entreprise et peut-être à terme commencer à intégrer des éléments qui sont plus stratégiques. Il faut aussi prouver que ça a un intérêt business, malgré tout. Et pour le coup, ça a quand même aussi des intérêts business de penser les choses d'une façon un peu plus sobre, plus réduite. Mais tu ne crois pas que comme c'est extrêmement lié au business model, en fait, c'est quelque chose qui atteint très rapidement ses limites, sauf sur des petites choses, quand on est dans une startup ou une scale-up qui a vocation en fait à grandir son capital et qui vit sur cette hypothèse-là, sur ce pari-là auprès de fonds d'investissement, par rapport à d'autres modèles de startup coopératives, par exemple, qui sont très peu développés, mais qui sont prometteurs, je trouve. Moi, je sais que c'est une réflexion perso. En ce moment, je suis en train de me dire, mais est-ce que c'est vraiment dans le numérique et dans les startups que je peux développer ce sens éthique limite un reportage sur un Fab Lab au pied de Tours HLM m'inspire plus en fait que n'importe quelle startup actuelle, B Corp ou ESUS, dans lesquelles je travaille. Ouais. Après, oui, c'est un choix aussi. Effectivement, il y a plusieurs niveaux. Encore une fois, on ne peut pas être tous 100% ultra responsables, etc. Et on ne peut pas non plus tous s'y retrouver. Mais déjà, le fait que toi, peut-être aussi que ça fait très longtemps que tu t'intéresses à ces sujets-là, enfin, je ne sais pas, et que tu as déjà fait beaucoup de choses et que tu es déjà, entre guillemets, très avancé dans cette démarche-là. Mais pour le coup, je pense que 90% des gens qui travaillent dans la tech n'ont pas forcément conscience encore de ces éléments-là. Et malgré tout, je reste convaincu que c'est quand même à tous les niveaux qu'on peut faire des choses qui auront plus ou moins d'impact. Mais effectivement, si on cherche absolument l'impact le plus important et le plus direct sur les causes environnementales, sur les causes purement sociales, oui, peut-être que ce n'est pas dans les entreprises tech for good ou dans les entreprises tech de manière générale qu'il faut plus investir. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien faire. Et à mon sens, on peut faire beaucoup de choses déjà. Et moi, je vois ça aussi d'un point de vue pratique, d'un point de vue à l'échelle de tout le secteur. C'est que si on arrive à changer aussi certaines pratiques, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, mais si on arrive à provoquer de la prise de conscience et à générer des initiatives positives qui vont dans le sens d'une amélioration de nos façons de travailler, de nos façons de designer un service, etc., de développer, pour moi, ça peut aller que dans le bon sens, en fait. Et il faut le faire, à mon avis. Mais après, oui, d'un point de vue personnel, on veut peut-être aller encore plus loin, et là, peut-être que ça ne suffira pas, et il faut chercher d'autres entreprises. Thomas, tu mets le doigt sur quelque chose qui est d'assez structurel, intimement lié au business model de la tech, quoi, de manière générale, au fait qu'on ait des fonds d'investissement derrière, des KPI, et qu'il faille délivrer. Mais du coup, s'il y avait, en termes d'incentive, l'incentive la plus importante, alors il y a une question de Julie assez intéressante, c'est est-ce qu'on peut avoir des exemples d'initiatives, tu vois, qui ont circulé dans la tech, qui ramènent un peu plus d'éthique en interne. Mais en termes d'incentive, est-ce qu'il n'y a pas la question de la marque employeur, et notamment de la marque employeur product, vu qu'on en parlait au tout début, il y a énormément de demandes aujourd'hui. Ouais, carrément. Enfin, c'est vrai que et ça, on rejoint aussi finalement les aspects quand même, malgré tout, parce qu'effectivement, je pense aussi souvent, on oppose un petit peu ces pratiques éco-responsables, l'éco-conception, l'intégration des notions d'éthique dans notre produit. On les oppose souvent avec justement des éléments plus orientés, des résultats business. Pour le coup, je pense quand même que justement, on peut justifier les actions éco-responsables, de sobriété numérique, etc. Parce qu'elles vont aussi dans le bon sens et elles vont dans le sens de l'utilisateur.
Et pour moi, ça a des intérêts, ça simplifie. Le fait de rester sur un produit simple, de se poser la question de la valeur et s'assurer que ce sur quoi on va travailler, ça apporte vraiment une valeur à l'utilisateur, qu'on ne va pas générer du déchet numérique, entre guillemets, parce qu'on va sortir une fonctionnalité qui ne sert à rien. Et justement, enlever, couper les fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, tout ça, c'est des choses qui vont dans le sens d'une meilleure expérience utilisateur et donc, normalement, d'une meilleure satisfaction des utilisateurs. Après, on peut avoir aussi des logiques quand on rentre sur la partie code. Finalement, ce qu'on va chercher aussi, c'est la performance de notre produit. Encore une fois, d'un point de vue environnemental, ça va permettre mécaniquement de réduire les flux de data et donc de générer moins de consommation d'énergie. Et ça a un impact sur les performances du site, sur l'accessibilité au site, sur les performances SEO. Donc tout ça, ça peut justifier aussi d'un point de vue business pour les boîtes qui sont dans les boîtes, qui ne sont pas forcément les plus sensibles sur ces questions-là. Ça peut quand même permettre de pousser ces initiatives-là, parce qu'elles ont derrière quand même aussi des aspects positifs, y compris d'un point de vue business. Et après, je tiens aussi à dire qu'il y a des initiatives qui n'ont rien à voir avec le côté business, qui viennent d'en haut, c'est plus la vision. Et par exemple, on a des intervenants qui viennent de chez Blablacar, chez Maestro, et qui nous parlent du fait que pendant le Covid, Blablacar a ouvert complètement sa plateforme gratuitement pour les jours où il y avait un peu des rushs et qu'il fallait se déplacer entre deux endroits et qu'il y ait des problèmes de train. Enfin, c'est des initiatives aussi qui participent de la vision un peu globale de l'entreprise. Enfin, tu vois, c'est pas seulement lié à des questions de business pur. Parfois. Et ça, c'est une super nouvelle de voir que justement, il y a de plus en plus de boîtes. Mais ça rejoint un peu finalement ce que tu disais au début, et je me suis un peu écarté du truc, mais de manière générale, on est quand même de plus en plus conscient des problèmes, des défis qu'on a en face de nous d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Et donc, ça fait partie aussi de notre volonté en tant que professionnel d'agir pour essayer de résoudre, ou en tout cas d'essayer de ne pas empirer la situation. Et ça, très clairement, quand tu parles de marque employeur, quand tu parlais de marque employeur tout à l'heure, effectivement, c'est important parce que de plus en plus de product managers, de développeurs, etc., vont faire attention aux valeurs qui sont partagées par l'entreprise. Il y a plein de boîtes qui vont avoir du mal à recruter parce qu'elles ne partagent pas ces valeurs ou parce qu'elles n'agissent pas dans cette direction-là. Et ça, au-delà de juste un aspect purement... faut pas non plus qu'on tombe dans le greenwashing. C'est souvent un peu le problème, c'est que dans certaines boîtes, on va mettre en place des actions pour faire de la communication derrière. C'est pas forcément ça. Il y a aussi beaucoup de boîtes en digital qui ont une mission, sans forcément parler d'impact positif, de tech for good, parce que ça peut avoir plein d'autres connotations, mais une mission. Enfin, moi, je considérais quand je travaillais chez Viadeo, Viadeo avait une mission qui était d'améliorer la vie professionnelle de ses utilisateurs. Et donc, ça avait un impact positif sur la société, puisque ça permettait un accès à l'emploi facilité, ça permettait parce qu'on voulait se déployer à l'international, donc ça permettait aussi de faire gagner en niveau de vie à certaines personnes. Donc, pour moi, ça avait un but, entre guillemets, noble. Et là, on ne parlait pas forcément de tech for good, mais ça avait quand même un impact derrière qui était positif, tout en étant en business, tout en ayant une vision de croissance, etc., derrière. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, ça va quand même de plus en plus dans le sens d'une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit les dirigeants qui vont monter des boîtes et qui vont faire en sorte que les valeurs de l'entreprise soient quand même centrales et mettent au centre l'humain et l'impact de l'entreprise. Et aussi de la part des collaborateurs, des salariés qui vont demander ça et qui vont être de plus en plus attentifs à ce que fait leur boîte dans cette direction-là. Ouais, en fait, on a vu que du coup, ça pouvait venir de la vision, comme Mehdi disait, chez Blablacar, ça vient de la vision. Mais si ça vient pas de la vision et que nous, on a envie de faire ça, comment on peut se tenir au courant? Enfin, toi, par exemple, c'est quoi tes sources pour se tenir au courant sur le sujet, aller piocher des idées? Ouais. En fait, j'ai pas mal de sources. À la limite, je pourrais les partager après. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a énormément, justement, c'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'il y a énormément et de plus en plus d'initiatives, un peu partout. Il y a des associations qui se montent, des collectifs, des blogs, plein de choses qui ont commencé à documenter un peu tout ça, commencer à documenter leurs actions. Il y a même des agences aussi spécialisées qui vont
qui vont vouloir accompagner des boîtes qui veulent aller dans cette démarche, soit sur améliorer leur bilan carbone au sens large, hein, ce n'est pas forcément même que sur le numérique, mais voilà, parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que même en interne, dans le mode de fonctionnement, dans l'organisation, dans les déplacements qu'on peut avoir au quotidien de ces commerciaux, etc., tout ça, ça génère aussi potentiellement beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des choix de transport, etc. Et donc d'avoir une approche globale comme ça, c'est des choses qui arrivent de plus en plus et qui sont de plus en plus documentées, il y a de plus en plus de ressources. Moi, ce que je regarde à titre personnel, j'aime beaucoup, notamment, il y a le site de Designer Éthique, qui est une association, justement, un collectif de designers qui fait beaucoup de choses dans ce secteur-là, qui organise aussi des événements, il y a pas mal de conférences et compagnie, donc il y a beaucoup de sujets sur à la fois l'éthique, mais aussi l'impact environnemental derrière. Pour ça, je vous invite à regarder. Forcément, sur les aspects éco-conception, il y a ce que fait le collectif Green IT, qui est un peu une référence et qui est un des acteurs historiques du secteur, parce qu'ils ont été créés il y a plus de 10 ans, 15 ans maintenant. Il y a énormément de choses, énormément de ressources. Il y a une liste en fait, de bonnes pratiques à mettre en place, une sorte de checklist qui peut déjà permettre de commencer à mettre en place quelques petites actions comme ça, très simplement avec ses développeurs. C'est quand même un peu plus orienté technique dans l'approche. On parle vraiment de Green IT, plus d'un point de vue développement, mais pas seulement. Il y a aussi des aspects design et fonctionnels. Mais voilà, c'est quand même des nommages intéressants, des approches intéressantes. Il y a un autre truc après, alors là, là ça rejoint, c'est un peu plus pour prendre du recul par rapport au monde de la tech. J'aime bien la newsletter Tech Trash, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une newsletter en fait qui se moque un peu parfois des dérives de la tech, du monde des startups, de la Startup Nation, etc., mais qui en même temps met en avant des initiatives intéressantes, ou alors des dérives justement sur les questions de vie privée, de privacy, d'impact sur le design de l'attention, etc. Donc, c'est des trucs que j'aime bien. Voilà, c'est une newsletter, toutes les semaines, ils envoient des trucs, et c'est plutôt intéressant pour prendre du recul, prendre conscience de certaines dérives du monde de la tech. Puis après, il y a plein d'autres trucs, notamment, qu'est-ce que je m'étais noté que je trouve intéressant, il y a alors c'est le blog Branch, qui est une sorte de magazine en ligne qui est géré par Mozilla, donc ceux qui ont créé Firefox, qui est très récent, mais qui est super bien fait. Et pareil, il y a beaucoup de ressources super intéressantes. Voilà, donc j'essaye vraiment de me renseigner un petit peu partout. Puis après, derrière, il y a de plus en plus justement de collectifs, comme Green IT, mais il y en a plein d'autres. Même au niveau international, donc il y a Tech for Good, par exemple, qui agit et qui fait la promotion d'initiatives positives. Il y a une antenne en France, il y a une antenne un peu partout dans les autres pays, et chacun sont un peu indépendants et ils ont des contenus un peu différents qui peuvent être intéressants. Il y a des communautés comme Sustainable UX, qui est un peu plus orienté design. Voilà. Enfin, il y a plein d'initiatives, il y a vraiment plein de ressources. Je vous invite à regarder tout ça. Un autre truc que je suis pas mal aussi, qui a été dans les premiers éléments que j'ai trouvés quand j'ai vraiment commencé à me renseigner sur le sujet, c'est une agence anglaise qui s'appelle Whole Grain Digital et qui a pareil une newsletter en fait qui s'appelle Curiously Green et pareil, qui est super intéressante, qui met en place plein de choses sur plutôt les notions d'éco-conception, de respect des utilisateurs derrière. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et je m'étais noté, je voulais en parler aussi. Pour ceux qui commencent juste à rentrer dans ce sujet-là, qui s'intéressent un petit peu à l'environnement, au dérèglement climatique, etc. Si vous ne connaissez pas, allez voir, regardez au moins un cours de Jean-Marc Jancovici, qui est vraiment une référence dans le milieu. Alors là, c'est hors numérique, hein, c'est vraiment de manière générale sur le dérèglement climatique et les aspects énergétiques, la consommation d'énergie, etc. C'est ultra intéressant. Et moi, ça m'a donné 2-3 claques qui m'ont vraiment donné envie de me booster un petit peu plus sur le sujet. Donc, si vous ne connaissez pas, je recommande. Voilà, c'est un peu tout ça que je regarde. Et dernier truc, on en a parlé un petit peu quand on présentait le Fire Chat de ce soir, c'est de regarder aussi sur Netflix le documentaire Social Dilemma. Et pour le coup, je l'ai vu, parce que quand on en a parlé, je ne l'avais pas encore vu. J'avais vu des extraits, etc. Mais là, je l'ai vu la semaine dernière. Et c'est vraiment bien foutu. Et c'est vrai que on réalise quand même beaucoup de choses.
sur justement plus les aspects éthiques, sur la dérive des réseaux sociaux, sur tous les côtés justement négatifs, sur le design de l'attention. Et c'est vraiment super intéressant de voir un peu les retours d'expérience de gens qui ont participé à la construction de ces modèles-là, de ces patterns-là, qu'on utilise nous aujourd'hui tous un peu sans trop se poser la question. Et voilà, ça permet de prendre du recul et c'est super intéressant de regarder ça. Alors, c'est quand même un peu tourné en mode à l'américaine, un peu dramatique, etc. Il ne faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre, sinon on a envie de se tirer une balle. Mais il y a quand même des choses super intéressantes et qui font vraiment réfléchir. Ah ouais, Quand tu notamment regardes... Vas-y, pardon. Vas-y. Non, vas-y, je voulais juste rebondir en disant que notamment sur le côté social et addictif, comme on avait parlé, Ouais, il nous faut poser pas mal de, pas mal de recul. Ouais. c'est clair. Ah, mais c'est vrai que quand tu regardes ce documentaire, tu n'as pas envie de mettre un portable dans la main d'un gamin avant qu'il ait 20 ans, quoi. Ah non, je confirme. Mais ouais, peut-être, est-ce que tu peux, toi, de ton expérience personnelle, nous dire un peu, et même c'est une question pour tout le monde ici, dans le chat, pour les autres peut-être, qui sont les bons élèves dans la tech française en termes d'éthique et pourquoi? Ça, c'est une bonne question, parce que pour être très honnête, j'ai toujours du mal à trouver encore aujourd'hui des exemples concrets, alors notamment sur la partie éco-conception. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, beaucoup d'actions qui sont faites, mais c'est souvent chez des plus petits acteurs, ou alors en tout cas, on a du mal à voir vraiment les impacts. Mais quand on regarde les gros services connus, de ce côté-là en tout cas, et même chez les acteurs à impact positif, je pense à des boîtes que j'aime beaucoup, hein, mais qui sont les Phoenix, les Yuka, etc. Quand on regarde concrètement, si on fait une mesure un peu en utilisant un outil comme EcoIndex, qui est développé par justement Green IT, que je vous conseille d'ailleurs, hein, si vous voulez commencer à mesurer un peu l'état de votre produit, vous mettez l'URL de votre site web, ça va vous calculer un score. Ce n'est pas le truc parfait, ce n'est pas la mesure ultra exacte, mais ça vous donne quand même voilà, un point de départ et un point de référence pour ensuite vous améliorer. Mais du coup, quand on regarde un peu les plus gros acteurs, ils n'ont pas tous des bonnes notes. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple à la fois de prendre en considération des éléments éthiques et aussi en même temps de faire en sorte que son produit soit le plus léger possible. Et pour le coup, j'ai encore un peu de mal à trouver des bons exemples. De ce que j'ai compris, je pense que ça commence à venir. Ça se fait de plus en plus. Mais j'ai cru comprendre que Back Market, par exemple, faisait pas mal d'efforts dans ce sens-là. Par ailleurs, c'est une boîte que j'aime aussi beaucoup. Je pense que Back Market, à la fois en termes aussi de sensibilisation sur tous les sujets d'obsolescence programmée, de ne pas acheter neuf, d'acheter du reconditionné de l'occasion, ça participe aussi énormément à une prise de conscience. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Dans leurs produits, ils ont intégré ça et ils ont essayé d'intégrer ça même en termes de fonctionnalité pour voir un peu à chaque fois si on achète un ordinateur en passant par eux, on économise tant de ressources, on économise tant d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des éléments que je trouve intéressants. Voilà. Moi aussi, je voulais name dropper une boîte sur le volet, alors dont on n'a pas beaucoup parlé de ce volet-là, mais moi, il me tient énormément à cœur, c'est le volet de la diversité dans les équipes product, ouais. en particulier et de manière générale dans les équipes en start-up. On en a encore assez peu, que ce soit diversité féminine ou diversité ethnique, entre guillemets. Et il y a une start-up dont que je voulais vraiment mettre en avant, c'est Tractor, qui a levé auprès de Kerala il y a quelques années, qui cartonne. Et qui sont vraiment ultra inclusifs, que ce soit sur tous les volets. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle. Leur CTO est une femme, ils ont des product femmes, ils ont de toutes les couleurs dans l'équipe, donc c'est assez cool. Une petite question peut-être pour terminer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Why, s'il te plaît? Qui c'est, pourquoi ça s'appelle Why? Quelles sont vos actions? Alors Why, donc c'est un collectif, encore une fois tout frais. Ça a été créé par Vanessa Bicari, et ils sont trois vraiment à avoir créé ça. Vanessa Bicari, Témine, je crois qu'il est aussi intervenu, qui a fait un webinaire, et Julien Faure, qui se sont posé la question justement de l'impact, du rôle du product management finalement dans les entreprises qui veulent avoir un impact positif. Ils se sont rendus compte, en fait, en faisant des missions de bénévolat, comme ça, un peu à droite à gauche, en passant par des associations déjà existantes comme Make Sense. Je vous conseille aussi d'aller voir ce que fait Make Sense, c'est super intéressant. Ou Latitude. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de fondateurs de boîtes, de start-up, plus ou moins engagés,
donc qui veulent avoir un impact positif, mais qui n'étaient pas forcément au fait des pratiques du product management et qui n'avaient pas conscience de l'importance de ce rôle-là dans des boîtes, notamment dans des startups ou des scale-up. Et du coup, ils se sont dit qu'il y avait certainement un truc à faire pour accompagner ces entreprises-là, pour qu'elles prennent beaucoup plus en considération l'aspect du product management, et qui a du coup commencé à recruter entre guillemets des membres dans leur collectif pour qu'ensuite ils puissent aller voir des entreprises et pouvoir les accompagner, proposer des accompagnements. Ça peut être de quelques heures à plusieurs jours en fonction des boîtes, en fonction des problématiques. Ça peut être juste quelque chose de très ponctuel, comme quelque chose un peu plus de suivi dans le temps. Bon, pour le coup, ça fait 3-4 semaines maintenant que j'accompagne une entreprise qui s'appelle Ma Petite Planète, qui est en train de faire une application en fait, de sensibilisation à travers une notion de gaming, de gamification sur des défis écologiques qui peuvent se faire entre collègues, etc. Donc c'est plutôt cool. Ils avaient besoin voilà, ils n'ont pas de product, c'est une association, ils comptent beaucoup sur le bénévolat pour se développer. Ils avaient besoin de structurer un petit peu leur approche sur le produit, d'avoir des bonnes méthodes qui permettent d'avoir une approche saine, de construire une roadmap, de prioriser, etc. Donc ça rejoint en plus ce qu'on fait chez Maestro également. Donc voilà, c'est ce genre d'accompagnement-là. Et du coup, l'enjeu, c'est ça, c'est déjà d'essayer de regrouper, d'intégrer le plus de product managers qui veulent agir au quotidien. Encore une fois, hein, ça peut être soit des freelances, soit des gens qui sont déjà en poste, qui ont un peu de disponibilité, peut-être même le soir ou le week-end, pourquoi pas, ou le midi, pour accompagner des boîtes pendant 1 heure, 2 heures, etc. Et à la fois, donc, prospecter des entreprises pour évangéliser aussi le product management et l'importance et l'intérêt de ce rôle-là dans une structure, dans une boîte. Voilà. Canon. Et donc, bravo pour ce que... Ouais. Non, juste pour que finir, ouais, pour finir très vite, juste pour dire que c'est encore tout frais. Hein. Ouais. Why, why, donc le but, ça rejoint la notion du pourquoi, why, pourquoi en anglais. Ouais. D'où le nom. Je vais remettre le lien. Et voilà, donc ça rejoint encore une fois, c'est pour faire la promotion aussi en même temps du product management et de l'importance du rôle du product management. Canon. Écoute, on arrive tranquillement à la fin de ce chat. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Alex ou les membres de Y. Pour ceux qui n'ont rien compris à ce que c'était que la matrice d'Osterwalder comme moi, en fait, c'est le Lean Canvas, il me semble. Et merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci Alex. C'était vraiment